Merci d'accueillir, et ça va aller beaucoup mieux après, Jonathan Millet. Bonsoir. Merci beaucoup. Bon, je raconte un petit truc avant, mais comme ça, vite fait, bien sûr. Les exploitants et les critiques ont un petit privilège, c'est que ils n'ont pas le droit de le dire d'ailleurs, ce que je vais dire juste derrière, mais ils voient des films avant Cannes qui vont à Cannes, dans des projections secrètes qui n'existent pas. Voilà, et dans le cadre de ces projections-là, les trois personnes qui s'occupent activement de la programmation, on se répartit, puis on essaye de couvrir le maximum de films pour gagner du temps sur le festival de Cannes, où on voit une cinquantaine de films chacun quand même. Et moi, un de mes coups de cœur, c'était celui-là, là, Les Fantômes, parmi les films vus à Paris avant. D'abord parce qu'on va à Cannes aussi pour découvrir des cinéastes et pour souligner l'intérêt des révélations, des premiers films, et celui-là est un premier long métrage de fiction. Et puis ensuite parce que les cinéastes français qui se coltinent à la question du genre, ou qui dialoguent avec le genre ici d'espionnage, sont pas si fréquents que ça, a fortiori avec ce degré de maîtrise. Donc, on avait très envie de te recevoir, Jonathan. Je me sens hyper bien accueilli, sache-le. Merci. Est-ce que tu veux dire deux mots de présentation? Oui, je vais être très rapide. D'abord, je vais dire qu'il n'y a rien de plus beau qu'une salle pleine et que c'est vraiment très chaleureux pour cette sortie à venir. Qu'ensuite, j'ai pris à l'entrée ce programme et que c'est vrai que ça me a beaucoup touché et que je vais l'encadrer au-dessus de mon lit. On va demander à des gens de vérifier, tu sais. Déjà, si. Le public est conquis. C'est vrai, Ça commence bien. Je vais donc très peu parler du film, parce que je viens après, que c'est vraiment fatigant, ces cinéastes qui parlent trop longtemps du film avant, donc je serai là après pour le débat. Et c'est vrai que ce soir, particulièrement, j'avais très envie de venir présenter le film dans une ville qui vote à 75% à gauche. Bravo à vous. Je vous souhaite donc une bonne projection. Par contre, si ta tournée se limite aux villes qui ont tourné à 75%, c'est compliqué. C'est pas la Et on remercie au passage David de Memento, le distributeur qui est dans la salle. À tout à l'heure, vous pouvez l'applaudir et puis on se retrouve tout à l'heure. Merci bien. Jonathan Millet. Essayez d'avoir un peu de lumière dans la salle aussi, si c'est possible. On peut faire à contre-jour, hein, c'est pas... On est bien là. On est bien prêts. Merci beaucoup. Merci d'être tous restés assis comme ça pendant les génériques. Vous êtes super, hein. Vraiment vous êtes super. On va commencer simplement, je pose 3-4 questions puis on passera la parole à la salle. Je vais commencer par une question très simple mais en même temps qui me paraît assez centrale dans le projet du film, qui est que ce film me paraît vraiment une tentative d'être à l'articulation d'un geste d'enquête documentaire fouillée et d'un travail sur le genre du film d'espionnage. Et que la réussite du film, c'est de trouver le point d'équilibre entre ces deux objectifs-là. S'il basculait entièrement du côté du film de genre d'espionnage, on aurait probablement un sentiment parfois de déjà-vu, ou de... Si en revanche on était uniquement dans la captation documentaire, le film serait tout autre. Est-ce que tu peux nous expliquer si ces deux horizons-là correspondent à la façon dont tu définis toi-même le film, et comment avoir trouvé ce juste équilibre? Oui, c'est tout à fait ça. C'est une question d'équilibre. J'ai eu peur au début de la question parce qu'effectivement, une tentative, ça veut dire qu'à la fin, c'est quoi? Non, il y a des surprises aussi. C'était plutôt une direction, disons. Mais en l'occurrence, l'idée du film, c'était de se dire qu'on peut croire au réel, et donc ça vient d'une histoire vraie, ça vient plutôt d'un travail de documentation et d'ancrage dans le réel, et que pour retranscrire ce réel, pour raconter la force d'un réel qui peut être
épique, romantique, lyrique, aussi fort que l'espionnage dans la vie, et ben on peut utiliser des outils de cinéma et de récit qui ne relèvent pas de l'épure, du naturaliste et de la peur d'envoyer des émotions, disons. Donc toute la question de la conception du film, c'est de se dire on respecte le réel et on croit qu'au final, par le film, on va raconter quelque chose qui s'est vraiment passé, et en même temps, on se plaît à imaginer, à utiliser tous les moyens pour faire vibrer et essayer de transmettre autant d'émotions que possible. Je crois que tout ça part du fait que quand moi on me raconte ces récits, des récits de torture, des récits de prisonniers de guerre, ou des récits de ceux qui ont mis leur vie en sacrifice avec l'idée de pouvoir croire en une justice hypothétique à ce moment-là, et là ça me semble bien plus fort que tous les scénarios d'espionnage et de films d'aventure que j'ai jamais lus. Donc je crois vraiment qu'il y a un endroit où se rejoint la force du réel et la force du romanesque. Il y a un endroit, mais à condition quand même de choisir ce qu'on ne veut pas montrer. Parce que quand même, l'un des axes du film, c'est aussi de beaucoup travailler sur l'imaginaire du spectateur, de nous laisser une part forte, y compris sur les actes les pires qu'on ne verra jamais vraiment. Et probablement que c'est ça qui fait le lien aussi entre la part documentaire et la part fictionnelle. C'est d'une certaine façon cette troisième part qui est celle dévolue à l'imaginaire du spectateur. Oui, c'est ça. En fait, il y avait d'une part ce qu'il fallait montrer. Et ce qui m'intéressait de montrer, c'était par exemple que le récit qui vient du réel, il relève complètement de l'espionnage. Et d'ailleurs, que ce rapport entre la solitude de l'espion, qui ne peut raconter à personne qui il est, qui ne peut pas se confier, qui ne peut pas partager de la vie avec qui que ce soit, c'est aussi la solitude de l'exilé, qui, de la même manière, n'a pas d'attache, et encore pire, l'exilé syrien, qui ne sait pas qui est dans quel camp, qui ne peut pas se trouver communauté dans le pays duquel il ne provient pas. Donc ça me fait un endroit où ça m'intéresse de creuser à fond l'espionnage, parce qu'en fait, ça révèle quelque chose de beaucoup plus profond, qui est la nature même de la solitude de l'exil et leur quête. À côté de ça, il y a effectivement tout un autre réel qui est la dureté de la guerre, la dureté de la prison, la dureté de la torture. Et à mon avis, la frontalité de l'image, c'est pas la meilleure façon de faire vivre au spectateur ce qui s'est passé pour quiconque. Et moi, je crois beaucoup à ce qu'on puisse tous avoir un peu d'imagination, ou en tout cas savoir créer nos propres images sur ce qui est la pire chose que chacun puisse vivre, notamment cette idée de la torture. Donc on n'a pas du tout besoin de montrer une image un peu choc pour que chacun ferme un peu les yeux, et qu'en fait, en commençant à raconter la torture, mais de manière indirecte, parce que là on entend le récit de quelqu'un qui écoute le récit de quelqu'un d'autre qu'on ne connaît pas, on arrive à rendre un peu dissibles les mots, et à se forger nous-mêmes, et donc peut-être que vous avez forgé des images différentes, et ainsi de suite, et qui sont les images qui nous frappent et qui font vivre un peu en nous un projet de film et nos propres images mentales, nos propres images ancrées en nous. Donc cette idée du hors-champ, elle était nécessaire là-dessus, elle est nécessaire parce que moi ça m'intéresse pas du tout de filmer la violence et la dureté du monde comme ça, de manière aussi frontale, et parce qu'en fait ce sera toujours moins fort de le montrer. Mais du coup, ça permet aussi de rééquilibrer le rapport à l'image et au son, parce que quand même, dès le début du film, on a des indices sur la très grande nécessité et présence du son. Ça commence dans le noir complet, et puis on a un effet crescendo, avec un son qui va être de plus en plus bruyant, et on ne sait pas où on est, on ne voit rien. Et en fait, on va découvrir progressivement des fragments d'images qui vont nous montrer des silhouettes qu'on découvrira être à l'arrière d'une camionnette. Et en fait, on va être au milieu de nulle part, littéralement. Et du coup, ce début de film me paraît une espèce de métaphore de la situation du spectateur, qui lui aussi arrive au milieu de nulle part, sait pas à quoi il va être confronté, et il va être lancé comme ça dans une histoire déjà engagée, dont il ne comprend pas les enjeux, ce qui renvoie en partie d'ailleurs au statut même du héros, puisque une des forces du film, c'est qu'on ne sait jamais s'il a raison, tort, si effectivement c'est le bon personnage ou non, qu'il essaye de collecter des indices. Et évidemment, nous faisons la même chose en miroir,
puisque nous aussi, on court derrière, si j'ose dire, pour essayer de comprendre et pour essayer de nous positionner par rapport à ce récit, y compris par rapport à ce qu'on sait des codes de l'espionnage et des films d'espionnage. C'est complètement ça. J'aurais pu ne pas venir à ce débat. Bien sûr. Non, blague à part, ouais, c'est ça. C'est pas tant une métaphore pour moi qu'une sorte de pacte avec le spectateur. C'est-à-dire de lui dire, le film ne va pas tout montrer, mais en même temps, rien ne sera mystérieux. Simplement, il faut faire un petit pas vers le film. Donc, quand il y a des sons, il faut se demander d'où ils proviennent, faire fonctionner son esprit à plein. Et du coup, se créer un peu les images. Tiens, j'entends la voix d'une personne. Tiens, ça s'ouvre, on dirait que c'est un groupe. Tiens, il y a une voix arabe. En fait, on comprend absolument tout ce qu'il faut comprendre, mais on est actif. Donc, cette première scène sert à mettre, supposément, si tout fonctionne bien, le spectateur en éveil et à lui dire on ne croit pas au film, en fait, où tout est souligné, dit, et qu'il va falloir, à l'intérieur de chaque image ou à l'intérieur de chaque proposition sonore, venir chercher ce qui est proposé et faire un geste vers le film. Et donc ça nous amène à cet endroit-là où ensuite la narration, le geste d'espionnage du film, nous demande d'écouter comme le personnage. Et donc tout le film, petit à petit, nous amène à l'endroit que, comme on n'a aucune information de plus que le personnage principal, et que lui doit écouter pour saisir ce qu'il cherche, pour entendre les indices, pour savoir si sa quête est la bonne, alors on est absolument comme lui, on est cloué dans notre fauteuil, on écoute, on n'est pas tout à fait sûr de ce qu'on écoute, mais on est exactement dans sa position. Et donc tout le début du film, ça va nous mettre exactement dans les pieds du personnage. Le son est parfaitement sa perception sonore à lui, et donc l'idée est qu'on puisse vivre un film, si ça fonctionne, un film de ressenti. On est comme le personnage et on ressent ce qu'il ressent. On a les mêmes doutes que lui, les mêmes interrogations, les mêmes hauts et bas émotionnels, les moments où on se dit il fait vraiment n'importe quoi, mais on est quand même avec lui, les moments où on doute de lui, et on ne le devance jamais. Et surtout, ça permet de faire un film où on n'est pas didactique, où on ne vient pas dire au spectateur ce qui se passe, parce que on est comme le personnage, on doute, on cherche, on creuse, et à un moment, on a des intuitions, et puis l'intuition s'écroule, et puis elle remonte. Moi, ce que j'aime beaucoup dans ce travail sur le son, c'est qu'il y a une espèce d'éloge du chuchotement, qui est très présent dans le film. Et ça donne à la fois, évidemment, cette idée du secret, de ce qu'on ne peut pas dire à voix haute, y compris parce que ça ne sont que des hypothèses. Je pense par exemple à la scène où on se parle avec la jeune femme blonde très proche, et les deux corps quasiment se touchent, ce qui va anticiper 5 minutes plus tard l'embrassade tragique, puisqu'elle lui poignarde le ventre et lui protège celui qu'il poursuivait jusqu'à présent. Et donc la séquence où on se parle très très bas comme ça est une espèce de préfiguration du baiser à venir, sauf que ce baiser évidemment est empoisonné, enfin, et que le personnage disparaît par la suite. Donc ce couple-là, cette hypothèse-là que nous pouvions avoir pendant le film, va elle aussi disparaître. Baiser qui lui-même met en place les conditions de la recouture de la blessure par l'autre jeune femme qu'on imagine potentiellement être son futur amour, et qui là aussi travaille sur le chuchotement. Il se parle à voix très très basse et on ne sait pas pourquoi en fait. Il n'y a pas grand chose qui justifie à cet endroit-là qu'il se parle aussi bas. Or, ça donne une extrême sensualité à cette guérison de la bande qu'on entoure autour du ventre. Voilà. Et donc cette transition-là du chuchotement comme élément du secret, d'espionnage pour aller vers le chuchotement sensuel et intime, pour moi fait partie des choses extrêmement belles dans le film qui me mobilise comme spectateur, parce qu'évidemment, quand on chuchote à l'écran, on est obligé de tendre l'oreille, d'essayer de comprendre, d'être sûr, et d'être d'une certaine façon dans la confidence. Oui, c'est ça. En fait, chuchoter, ça veut dire qu'on ne s'adresse pas au spectateur, mais qu'on s'adresse vraiment au personnage. Et que du coup, c'est la manière d'être proche. En fait, c'est un film érotique, mais ça se traduit que par le chuchotement. C'est-à-dire que c'est une manière de mettre les personnages très proches les uns des autres et de comprendre que ce qu'ils vivent en eux fait fonctionner l'ensemble de leur sens, que c'est question de vie ou de mort et difficulté à dire, à verbaliser, et qu'on n'a surtout pas envie de crier comme dans des mauvaises pièces de théâtre ou comme dans des mauvaises comédies de cinéma, et qu'en fait on chuchote parce qu'on a peur soi-même d'entendre ce qu'on dit, parce qu'on a envie d'être proche de l'autre, parce que des fois, quand on chuchote, les gens écoutent mieux.
je vais pas faire ce débat en chuchotant, mais le cœurier, quoi. Et aussi cette idée que je crois beaucoup au son, et en fait, quand on parle de son au cinéma, il n'y a pas tant de films que ça qui se disent, tiens, on va en faire un outil pour faire vivre plein de choses aux spectateurs. Et donc souvent, quand on utilise le son au cinéma, on le met très fort. Genre on dit souvent, ah tiens, Dune, c'est incroyable ce qu'ils ont fait dans le son. En fait, tout est hyper fort. Et du coup, oui, on en prend plein les oreilles, mais on perd un tympan à un moment dans l'histoire. Et du coup, l'idée, c'est plutôt de pouvoir travailler des sinusoïdes où à des moments, il se passe des choses extrêmement intenses à l'intérieur du personnage. Et donc là, le son nous fait dire qu'il est tellement concentré, qu'il entend tout très fort, qu'il est dans une écoute un peu particulière, qu'on voit sa direction d'écoute, disons, qu'on sent ce qui se passe à l'intérieur de lui. Et à d'autres moments, de pouvoir baisser, c'est pouvoir raconter la relâche, ou pouvoir raconter au contraire l'importance d'un mot. Et cette fameuse scène de cicatrice qui, dans le fond, serait la métaphore de la scène de passion absolue et de sexualité débridée entre les deux personnages, avec toute la retenue qui me caractérise. Donc effectivement, on a une main qui touche un dos, globalement. Le chuchotement, c'est hyper important, la main qui touche le dos. Et globalement, le chuchotement raconte qu'eux savent qu'il se passe quelque chose d'important entre eux, que le silence est chargé, que le silence raconte tout, et qu'on ose à peine percer le silence, et qu'ils sont dans leur bulle. Et je crois qu'on le perçoit très vite, enfin que c'est essayer dans une situation d'écouter deux personnes dans une pièce qui chuchotent l'un l'autre, et ben d'un coup ça peut faire une intimité extrêmement forte. Et c'est des outils qu'on n'utilise plus parce qu'en fait maintenant on se dit que les voix sont importantes et que tout le monde doit parler fort. Et ben en fait quelqu'un qui parle fort, c'est pas chargé de la même façon. Parenthèse, ça renvoie aussi à une certaine tradition du cinéma américain, y compris dans cette question-là du genre du film d'espionnage. Je pense entre autres à Conversation secrète et à un certain nombre de grands films paranoïaques américains où précisément on va être sensible à écouter ce qu'il y a. Est-ce qu'il y a des micros dans la pièce? Est-ce qu'on fait sauter le parquet pour les trouver? Comment est-ce qu'on accède à ce qui est en train de se raconter en cachette l'autre? Et est-ce que ça m'implique, y compris les 3 jours du Condor, enfin comme ça, un certain nombre de relais qui vont passer par cette question-là de l'écoute et des écoutes, au sens d'espionnage. Hein. Voilà. Et donc pour moi, c'est aussi le lien avec cette question-là du genre, dont je ne sais pas dans quelle mesure tu l'as traité toi en amont à l'écriture du scénario. Est-ce que tu as revu certains de ces grands classiques-là? Est-ce que tu as identifié des jalons narratifs avec lesquels le film est susceptible de jouer? Quel rapport tu as à cette tradition-là du cinéma américain, d'espionnage ou paranoïaque? En fait, je les aime beaucoup en tant que spectateur. C'est-à-dire que j'aime bien aller voir un film et qu'ils me disent, tiens, il y a une promesse d'intrigue et d'enjeux qui sont très hauts. C'est-à-dire des enjeux qui touchent globalement au monde en général, à la grande histoire et à l'intime d'un personnage. C'est vraiment cette double histoire de se dire qu'on traite une personne et son rapport au monde et toute la politique américaine des années 50 ou tout le Moyen-Orient. Ça, pour moi, c'est un vrai endroit de plaisir de spectateur. Ce que j'aime beaucoup dans ces films-là, donc des années 70-80, disons aux États-Unis, tous ces films d'espionnage, c'est qu'en fait, ce qui les relie particulièrement, c'est la solitude du personnage principal, et que j'ai complètement prise dans ce film, et ça m'intéresse beaucoup. Le personnage est complètement seul, Conversation secrète est le meilleur exemple, et donc il ne se lie à personne, il observe les autres par son prisme, et je crois qu'en tant que spectateur, moi je m'immerge là-dedans, et que c'est un film où je suis comme le personnage, paranoïaque, à l'écoute, plein de doutes, plein de doutes quant au monde. Et donc ça, vraiment, je l'ai tiré à plein à l'intérieur du film. Après, ça m'intéressait d'essayer d'avoir la même intensité, les mêmes rebondissements et soubresauts que ces films-là, mais en étant un peu anti-spectaculaire. C'est-à-dire qu'en essayant de les faire vivre au spectateur à partir de micro-détails. Encore une fois, le pacte du début où on lui dit « il ne se passe pas grand-chose, soyons attentifs », si on suit ce fil jusqu'au bout, ça peut nous amener à vivre, si ça fonctionne, des hauts et des bas émotionnels sur vraiment rien, sur est-ce qu'il va commander du houmous ou pas, est-ce que le dictaphone va s'arrêter ou pas. Cette fameuse scène de face à face, pour moi, c'est un combat torse nu à se frapper dessus avec des poignards. C'est ce qu'on essaye de faire. Avec là, tu es passé du film érotique au film de gladiateur. Il y a plein de genres dans ton film. J'ai aucune limite, à part le budget, donc du coup, effectivement, ça se passe là. Non, mais c'est cette idée qu'en fait, on arrive
si on comprend que pour les personnages, les enjeux sont très élevés, on n'a pas forcément besoin qu'il y ait des explosions, on n'a pas forcément besoin que tout le monde soit nu et qu'il y ait des orgies en soi. On comprend ce qui se passe dans leur tête et ça peut s'exprimer à partir de pas grand-chose parce que on est avec eux. Si on fait le chemin, on est avec eux et donc on vit ça très, très fortement si on est parti avec les personnages et si on comprend à quel point chaque décision, chaque geste a un enjeu énorme. Ce qui raconte ça presque le mieux, de façon plus emblématique, c'est aussi la fin. Parce qu'on pourrait s'attendre à ce qu'ils disent l'une et qu'ils fassent basculer le vote, que du coup on soit dans quelque chose de criminel. Sauf que d'une certaine façon, le crime, le rapport au sang, à la mort, etc., on l'a déjà vu, même si il a été dévié et raté. Et du coup, le film choisit une espèce d'apaisement et de point de suspension, c'est-à-dire on va miser sur le procès qui aura lieu hors champ, et on va au contraire montrer cette espèce de cycle du personnage qui peut entièrement réinventer sa vie, comme si on pouvait enclencher sur un autre récit qui serait peut-être aussi tendu que celui-là, mais qui partirait d'une autre identité, dans d'autres pays, etc. Et ça, c'est un geste très fort d'écriture par rapport à cette tradition que j'évoquais du film d'espionnage classique ou américain. Oui, parce que ça veut dire que le film ne s'arrête pas là, et qu'en fait on laisse le personnage partir sur le fait qu'il essaye à un moment quelque chose à la fin, qui est de se dire peut-être que je pourrais revivre. Et ça va pas être facile, c'est pas un happy end à la fin, il n'est pas à se dire tiens, maintenant le monde est à moi, je suis professeur, tranquille, je vais rencontrer des étudiantes. Il y a quelque chose où on est très ouvert à la fin en sentant qu'il va y avoir des moments difficiles, enfin que c'est une piste. C'est-à-dire que j'ai plutôt pensé le film comme un film sur le doute. Quel doute qu'on a nous et quel doute qu'a le personnage. C'est vraiment, on le suit sur des semaines de filature et de doute. Est-ce que c'est vraiment lui que je suis? Si c'est lui, qu'est-ce que je dois faire de lui? Si c'est lui, est-ce que je vais craquer? Si c'est lui, est-ce que je dois choisir de voter ou non? À son échelle à lui et à l'échelle du groupe, et donc à la grande échelle, c'est-à-dire est-ce que l'histoire va nous suivre ou non? Donc vraiment, pour moi, tout le film est basé sur cette question du doute dans lequel on doit emmener le spectateur, et à un moment donné, il prend sa décision, qui l'emmène simplement sur un autre cheminement qui est est-ce que je vais réussir à revivre? Est-ce que je vais réussir à enseigner les formes poétiques? Est-ce que je vais réussir à tenir face à une classe? Est-ce que je vais réussir à rencontrer quelqu'un d'autre? Encore une fois, cette idée que rien n'est tranché et que c'est pas intéressant les choses un peu archétypales ou un peu tranchées. Donc le mouvement de fin nous ouvre un peu. Et je suis assez content de sentir qu'un spectateur se dit « Ah, moi j'y crois, je pense vraiment qu'il a une foi en lui », et qu'un autre se dit « À mon avis, là il a essayé, mais il va retomber ». Et je pense que la vérité est exactement entre ces deux histoires-là. Bon, c'est le moment d'interroger les spectateurs pour savoir dans quelle posture ils sont. Très bien. On va les interroger un par un. Oui. Bonsoir, et merci pour le film. J'ai beaucoup aimé. Et j'aurais voulu savoir comment vous aviez, alors c'est plus technique, comment vous avez fait le casting des 4 personnages, les 2 hommes et les 2 femmes, et savoir comment vous avez travaillé avec ce comédien, parce que c'est hyper minimaliste quand même, et en même temps il y a cette scène entre les deux à table. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez répété, ou est-ce que vous avez laissé vraiment... comment vous avez travaillé avec les 4, parce que je trouve ça super, les 2 femmes et les hommes, je trouve ça super beau, quoi. Eh bien, merci beaucoup. C'est technique et en même temps... Non, en fait, c'était très compliqué de pouvoir imaginer des comédiens syriens. Parce que le film raconte qu'il y a eu de la torture et qu'elle est liée au régime. Et donc, tous les comédiens syriens que j'ai rencontrés m'ont dit que c'était trop dangereux pour eux. Parce qu'on rappelle que Bachar est toujours au pouvoir et que la guerre a toujours lieu. Et donc, c'était trop compliqué pour un comédien syrien de prendre le rôle principal, d'être le visage sur l'affiche, d'être le visage sur le programme du Méliès, c'était trop compliqué. Et du coup, j'ai dû me résoudre à aller chercher des comédiens non syriens. Et donc, à ce que le comédien qui joue apprenne la langue syrienne et apprenne l'accent syrien. On a d'abord déjà 3 mois de travail technique. Donc, de tous les comédiens que j'ai rencontrés, j'ai trouvé chez Adam, le rôle principal, l'intensité que je cherchais. Parce que, si on prend le débat qu'on avait sur les films un peu paranoïaques des années 80, en fait, ce sont des personnages qui n'ont pas de légèreté. On est grave, on joue leur vie, l'avenir du pays, une arrestation possible. J'avais besoin qu'il y ait ça un peu dans son corps, dans son regard, enfin qu'on pressente ça, qu'il n'ait pas besoin de jouer ça, qu'il ait tout de suite ça. Chez les comédiens, il y a des choses qu'on
on vole, qui sont là, immédiates, en un regard, et après des choses qui vont amener. Et là, cette aura de gravité, il fallait qu'elle soit là, et ça, je l'ai pressenti. Et donc, avec le comédien principal, Adam, lui, travaillait d'un côté sur la langue et l'accent, et à côté, moi, je travaillais avec lui que sur les gestes. C'est-à-dire vraiment que sur comment, dans la façon dont il va se tenir, dans la façon dont il va s'asseoir, se lever, on va comprendre qu'il a été torturé, et on va comprendre qui il est vraiment. Parce qu'en fait, dès qu'il parle à quelqu'un, dès qu'il interagit, il ment. Il parle à sa mère, il essaie de la rassurer, de lui dire que tout va bien. Il parle à des gens, il essaie d'être assez neutre et de faire comme si tout allait bien. Donc, par le jeu en soi de son expression et de ses dialogues, il ne peut rien exprimer de ce qui se passe dans sa tête. Donc, en fait, ce n'est pas un endroit de jeu intéressant. Le seul endroit de jeu, c'est comment, par les gestes, par la posture, par les silences, par le regard, on va saisir et accéder à ce qui se passe vraiment au fond de lui. Un tourbillon de pensées tiraillées, quoi, et vraiment plein de doutes et de soubresauts. Alors qu'en façade, il ne peut rien dégager. C'est le propre de l'espion. En fait, un bon espion, il joue en continu, il joue la neutralité. C'est presque un challenge de comédien. Donc vraiment, on a travaillé que là-dessus. Il se trouve que le comédien qui joue en face de lui, Taoufik, qui joue le méchant, alors lui ne parlait pas français, donc il a apprendre le français pour jouer son texte de 12 minutes, et que la comédienne autrichienne a complètement menti en casting, elle a eu raison de me mentir, mais elle ne parlait pas non plus un mot de français, et donc elle joue que en phonétique. Donc tout ça est super, mais c'est déjà un gros bordel. Heureusement, on a une comédienne syrienne, Yara, qui elle est syrienne, elle joue la langue, trop facile. Et donc, tout ça nous emmène au face-à-face où, pour moi, ce qui allait vraiment faire le sel de cette scène, parce que dans tout le film, on est dans la retenue, donc c'est de pouvoir dire, tiens, on a du temps. Et en fait, ce temps, il faut le faire ressentir au spectateur, mais le temps réel. Le temps réel, ça, dans une fiction, ça a presque la force du documentaire, quand on vous dit, tiens, ça c'est vrai, c'est des vrais gens qui parlent, quand on sent le temps qui passe. Donc, tous les dialogues, en fait, ont assez peu d'incidence. Ce sont deux Syriens exilés qui se parlent du pays au loin. Mais nous, on est très chargés, on a l'impression que chaque phrase est une interrogation, une manière d'en savoir plus sur le personnage. On pose un enjeu énorme sur chaque chose, simplement par les temps qu'ils prennent pour se parler, pour se répondre, la position et leur façon de bouger. Donc en fait, on a travaillé que là-dessus, quasiment en muet. La scène doit marcher sans le son, où on sent à quel point Hamid, donc le personnage principal, a l'impression que c'est lui, n'y croit plus, a l'impression d'avoir été découvert, va s'effondrer, a envie de lui sauter dessus, a envie de sauter derrière. Tout ça, ce n'est que visuellement, parce que le spectateur, on voit quand quelqu'un parle, la manière dont il s'exprime, on voit ce qu'il joue en lui. Et donc vraiment, tout n'est que visuel, et leur façon de se parler est très neutre, et leurs dialogues sont peu intéressants en soi, ou dans tout autre film, pourrait être extrêmement anodin. Et vraiment, tout est basé sur comment on se regarde pour se parler, et à quel moment on s'arrête, à quel moment on fait des pauses. Ça, on l'affine un tout petit peu en montage, et du coup, on se dit, on fait une scène où plus c'est long, plus il y a de retenue, plus il y a de tension, plus on se dit en tant que spectateur, il va se passer un truc fou, et plus ça monte. Sachant que ce comédien qui ne parle pas français, tu l'as repéré dans La Conspiration du Caire. Exactement, c'est le rôle principal de La Conspiration du Caire, dans lequel il a l'air tout jeune, tout naïf et tout innocent. C'est-à-dire exactement le contraire de ce que je recherchais. Mais tellement le contraire que je me suis dit, c'est sûr, c'est lui. Allez-y. Bravo pour ce beau film. Toutes mes félicitations. On parle de films d'espionnage. Moi, de films de genre, j'ai vraiment une impression de grande intimité au sujet. D'ailleurs, les premiers mots qui viennent, c'est chuchoter, érotisme. On sent vraiment quelque chose du corps et on sent que vous, réalisateurs, vous êtes vous semblez, mais c'est peut-être que l'impression, très liés de façon intime à cette histoire. Qu'est-ce qu'il en est réellement? C'est un espion. Un petit peu, oui, on est tous espions en tant que réalisateurs. Non, en fait, moi, mon lien, c'est que ça fait 10 ans que je fais du documentaire et que je travaille beaucoup sur cette question de l'exil et que j'ai essayé de la retranscrire différemment dans des films.
j'ai filmé la route de migration, j'ai filmé l'arrivée dans un pays, et mon point de départ pour ce film, c'est de me dire, j'ai envie de filmer cet endroit invisible qui est ce qu'on appelle le trauma, c'est-à-dire quand on a quitté un pays en guerre, ou quand on a quitté un pays pour un deuil, ou pour une histoire tragique, quand on a vu sa trajectoire de vie être tordue, et ben il y a quelque chose qu'on garde en soi, en nous, un peu dans le corps, un peu dans l'inconscient, et qui peut se déclencher à n'importe quel moment et qui nous caractérise, ce qu'on appelle la mémoire de la douleur, et ça se traduit complètement à l'intérieur du corps. Et ça, c'était le point de départ du film, qui était un sujet dont depuis 10 ans, j'étais imprégné, dont j'avais envie de parler, qui rebondit avec moi, mais qui surtout, me semble beaucoup plus universel que ce qu'est le film. En fait, c'est un sujet large dont on peut tous s'emparer, et dont le film traite par la question du deuil, de l'acceptation, et de pouvoir revivre après avoir vécu le pire. Donc c'est un sujet qui peut rebondir en chacun. Donc c'est vraiment mon endroit de départ, qui là dans le film s'inscrit par ce voyage, par ce film de genre, par ce film où on est dans le ressenti, et du coup on fait un chemin autour de ça, mais c'est le vrai fond du film. On dit que c'est un film d'espionnage, c'est la forme, mais le fond, ça traite quelque chose. Ça s'appelle Les Fantômes, parce que c'est l'histoire de quelqu'un qui vit quelque chose de tellement fort qu'il va repasser sous la ligne de vie. Et la question du film, c'est est-ce qu'il va remonter à la fin et se dire je retrouve mon nom, mon identité et ce que je suis, ou pas. Après, je connais la Syrie, j'y suis allé, j'y suis resté, j'ai eu des proches en Syrie, j'ai vécu par eux la guerre par procuration, j'ai vécu les vidéos des quartiers dans lesquels j'étais en Syrie, donc c'est aussi un endroit qui me touche, et tout ça se mêle évidemment. Mais je crois que vraiment ce qui m'intéressait, c'était qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous. Je partais au départ sur des exilés qui ont vécu des choses extrêmement fortes et qui à un moment ont une sorte d'injonction à se dire mais attends, tu dois travailler maintenant, tu dois te remarier, tu dois penser un après, alors qu'en fait il y a toujours quelque chose de pas réglé dans l'esprit et dans le corps aussi. Je crois que vraiment cette question du corps, elle me passionnait et que ça s'applique à chacun. Donc mon but, c'était d'essayer de faire un film qui raconte cette organique-là. Moi j'ai tendance à être un peu trop cérébral dans l'écriture ou un peu trop théorique, et au contraire, là, je me suis dit, tiens, tout le film doit être vécu que par le physique et par l'organique. C'est pour ça que les grandes scènes du film, ce sont des mains qui se posent sur un corps, c'est une scène où on ne fait que manger en se regardant. Toute la piste de lecture du film en soi est faite pour être physique, est faite pour être une question de corps. Et tout ce dont on parle en toile de fond, c'est des corps qui ont été abîmés, qui ont été torturés, qui ont été touchés. C'était vraiment la ligne de travail pour qu'on puisse être avec les spectateurs. Complètement. Justement, il devrait être en lutte, finalement, il se retrouve autour d'une barquette de gâteaux. Il parle du lien intime au pays. Je traduis pour ceux qui n'entendent pas. C'est un film tellement sonore qu'on est habitué maintenant à pouvoir discerner les choses. Mais par exemple, ce lien intime dans le pays, pour moi, il était important que ce soit sur le toucher. Et donc, il va faire 5000 km pour aller toucher du sable et pour se dire, je peux faire mon deuil parce que je retouche quelque chose qui est une terre dans laquelle ma femme, ma fille ont été liées. Enfin, tout doit s'exprimer par des sens, par le toucher. Et donc, l'ensemble du film se veut sensoriel. Au départ, on a l'impression que c'est l'enquête, mais en fait, c'est parce que l'immense décor du film, malgré les 82 décors que j'ai exigés à la production, l'immense décor du film, c'est ce qui se passe dans la tête du personnage, en fait. Et donc, tout rebondit à l'intérieur de son corps qui est tendu quand c'est une question de vengeance et de sauter sur l'autre, ou au contraire qui menace de s'écrouler quand la douleur est trop forte. Tout le film doit pouvoir, tous les grandes directions du film doivent pouvoir s'incarner dans le corps. Bonsoir. En ce qui concerne les moments très cruels, très durs que l'on ne voit pas, vous nous montrez néanmoins la violence des combats en intégrant dans votre film un jeu vidéo. Oui, tout à fait. En fait, au départ, ça vient du réel. Ça vient vraiment d'une idée que quand je rencontre ces cellules secrètes, ils me racontent qu'ils discutent entre eux à travers un jeu vidéo, parce que c'est le seul endroit où aucun algorithme ne peut détecter votre conversation, puisque sur un jeu vidéo, tout le monde se dit « Attention, je mets une bombe vers la mosquée, je vais te tuer ». Il y a tellement de mots-clés qui passent dans chaque partie de jeunes adolescents
qu'aucun algorithme ne peut venir chercher la dangerosité de votre conversation. Donc, tous les groupes utilisent des jeux vidéo. L'idée me semble incroyable quand ils en parlent, je me dis évidemment que je vais le retranscrire, et c'est ma manière de pouvoir raconter que on est sur un hors-champ, on ne veut absolument pas faire de flashback sur le personnage, sur là où il vivait, mais que ça me permet de créer une résonance et de montrer un tout petit peu ce qui se passe en lui, c'est-à-dire ces réminiscences de villes détruites, de ruines, de fumée, de corps, de cadavres et de gens qui se tirent dessus, qui est ce avec quoi il vit en continu. Et ben, je peux en faire un clin d'œil au spectateur, qui est de lui dire, évidemment, je sursouligne pas ça et on met pas de flashback, mais toi-même tu sais, voilà à peu près ce qui se passe dans sa tête. Et surtout, le jeu vidéo, on incarne un personnage. Il y a vraiment une idée de frontalité, de la manière dont on se déplace dans les rues d'une ville du Moyen-Orient, disons, de la manière dont on vit les choses, de la manière dont on vit les bombardements, les bruits. Enfin, le jeu vidéo nous plonge dans quelque chose. Et pour moi, c'est vraiment un parallèle à tout le programme formel du film, qui est de proposer en fait au spectateur une sorte d'immersion à l'intérieur d'un exilé empli de traumas qui en cherche un autre. C'est presque le programme du film. L'idée de dire c'est comme dans un jeu vidéo, on va tout vivre un peu à la première personne. Bonsoir. J'ai une question sur la poésie. Est-ce que vous pouvez me dire quel est le poète qui est cité par Hamid et la jeune femme au début du film? Ça, c'est bien les questions techniques. Parce que d'habitude, on discours, on professe des phrases un peu vides de sens. Alors, une question technique comme ça, c'est hyper bien. En fait, c'est un poète contemporain. Ça m'intéressait que. Déjà, ça m'intéressait de faire du personnage d'Hamid quelqu'un qui nous change un peu des stéréotypes qu'on a sur le Moyen-Orient, quelqu'un qui nous raconte à quel point la littérature et la poésie du Moyen-Orient sont foisonnantes, extrêmement riches, hyper fortes et ancrées, et surtout extrêmement pointues et érotiques. Les grands poèmes, les grands poètes érotiques, on est vraiment dans la Perse et dans le Moyen-Orient, les années 500, 800 et 1000. Rumi, par exemple, poète incroyable. Mais là, quand il cite quelque chose, ça m'intéressait aussi de raconter de la contemporanéité. Donc, c'est un poète syrien qui a une cinquantaine d'années, qui s'appelle Saleh Diab, et c'est un recueil de poésie qui s'appelle Broderie, qui a été édité en France une fois que lui a fui la Syrie et qu'il est venu l'éditer dans une petite maison d'édition de Lyon, et qui a 7 ou 8 ans, par exemple. Bonsoir. Je voulais savoir quelle était la nature des documents sonores sur les témoignages de torture. Est-ce que c'est rejoué? Est-ce que c'est c'est quoi les sources? En fait, effectivement, moi au départ, quand je commence à travailler sur le sujet, je pense faire un documentaire sur la question du trauma. Et du coup, je rencontre beaucoup de réfugiés de guerre qui ont vécu la prison et la torture. Et à l'époque, on est en 2015-2016, je rencontre surtout des Syriens. Et au début, il me raconte vaguement, et puis il commence vraiment à me raconter précisément. Donc moi, j'écris et j'enregistre, et tous ces témoignages viennent de là. Mais à l'époque, moi, je ne sais pas tout à fait quel film je vais faire. Donc j'enregistre sans dire que ça va faire un film, sans dire quoi que ce soit. Donc c'est pas un matériel que je peux utiliser, donc je le fais rejouer. Je le fais rejouer un peu par des comédiens et un peu par d'autres Syriens réfugiés de guerre qui viennent reprononcer ces mots-là. Et donc tout le texte vient du réel. En fait, ça m'intéressait d'avoir des ancrages de réalité de temps en temps dans le film. Donc il y a des lieux, il y a des Syriens qui jouent leur propre rôle. Quand on est dans les locaux du Monde, on est dans les vrais locaux avec un vrai journaliste. Et ces témoignages, j'avais besoin qu'ils soient vrais. Je pense que pour le spectateur, en tout cas je parle pour moi en tant que spectateur dans des films, il me suffit d'un petit ancrage de temps en temps pour que le rapport à la réalité puisse me guider et que je sois prêt plus à partir à côté dans la fiction, qui encore une fois dans ce film est pour mieux retranscrire le réel. Mais j'ai besoin d'une petite étape de réalité, disons, de temps en temps, et ces témoignages en font partie. Pourquoi pas avoir utilisé les vrais enregistrements? Les vrais enregistrements, je ne les ai pas utilisés pour deux raisons. D'abord parce que je ne les ai pas enregistrés dans un rapport formel qui me permet de les utiliser là. Je les ai enregistrés mal. Je les ai enregistrés moi, pour m'en souvenir, pour pouvoir travailler dessus, pour pouvoir me dire un jour je viendrai
les refaire. Et ensuite, je ne les ai pas enregistrés face à quelqu'un à qui je dis « je suis en train de faire un film ». J'ai enregistré dans une logique très ouverte de « je suis en train de chercher et d'écrire un film », et avec des gens qui n'étaient pas tout à fait prêts encore à entendre leur voix en incarnation dans ce film. Ils ont tous accepté que leur texte soit dans le film, mais pas du tout de le dire, parce qu'il y a un rapport extrêmement intime à cette confidence de ce qu'on a vécu, qui est la confidence la plus forte et la plus dure. Et ceux que j'ai rencontrés, et c'est aussi ce qui m'a conduit à ne pas faire un documentaire là-dessus, parce que je ne serais pas d'endroit juste pour ma caméra, parce que ceux que j'ai rencontrés n'étaient pas encore prêts à témoigner face à une caméra ou face à un micro. Donc ces mots-là, ils étaient prêts à les entendre dans le film, mais surtout pas à les dire. Merci beaucoup pour votre film. De la même manière, j'avais écrit un mémoire sur le cinéma de F.J. Hossan. Je ne sais pas si vous connaissez. Les 9 doigts, très bon film. J'avais adoré. J'admire, vous avez une langue à vous. J'ai adoré cette atmosphère hyper, on peut dire, angoissante, oppressante, merci beaucoup. Soulignée par la bande originale, j'ai vu Yuxek notamment. Donc ça, ce sera une de mes questions. Enfin, ce sera ma question. Comment vous avez travaillé avec Yuxek? Comment vous communiquez avec lui? Voilà une question simple. Et juste pour vous dire aussi, j'admire beaucoup la très faible profondeur de champ qu'on a au début. On est avec lui, on est dans sa tête, dans ses émotions. J'adore aussi, c'est pas blanc ou noir, hein, c'est pas les bons, les gentils, on sait pas. Et à un moment, il y a un plan que je trouve magnifique, où on voit la ville de loin, il y a un arbre à droite, vous voyez ce plan, et là on respire. Et juste, moi j'espérais une fin un peu plus lumineuse, mais il est là, son regard, il est toujours très dur. Mais je trouve très beau qu'il devienne professeur d'université comme ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est pointu les questions à Montreuil. Comme cette autre. Je comprends comme ça pourquoi certains cinéastes veulent commencer leur tournée par ici, parce qu'après ils se disent bon, si j'ai fait Montreuil, je peux tout faire derrière. Ah ouais, mais on s'ennuie après, j'imagine. On peut tout pareil un peu. On parlait du son. En fait, l'idée, c'est de jamais entendre le début ou la fin des morceaux. C'est-à-dire qu'il y a un travail un peu global sur le son où se mêle le son du réel, le son de la scène, du sound design, de la création sonore et de la musique. Et en fait, la musique, elle commence toujours un peu noyée, ce qui fait qu'on ne sent pas quand elle apparaît, et qu'il y a juste un moment où on est en train de la vivre et on se dit tiens, il y a de la musique. Mais il n'y a aucun moment où un réalisateur te tape sur l'épaule en disant là, il y a de la musique, c'est qu'il faut avoir cette émotion-là. Elle est vraiment faite pour être incorporée. Et la principale chose sur laquelle on a travaillé avec Yuxek, donc le musicien, c'est de se dire, en fait, par la façon dont on va la faire écouter, la musique, on sent qu'elle ne doit jamais surplomber la scène, pour vous dire, là, il faut être inquiet, mais en fait, on va toujours l'entendre comme si elle était à l'intérieur du personnage, et qu'en fait, elle nous fait comprendre que lui est inquiet. Donc, c'est comme si vous voulez, si elle était que sur une enceinte qui était au milieu, et que donc, c'est pas toute la pièce qui est inquiète, parce que quand on est par exemple dans l'université, dans la cafétéria, personne n'est inquiet autour de lui. Dans le marché de Noël, personne n'est inquiet. La musique, elle nous aide en nous donnant un petit accès à l'intériorité du personnage et en nous disant, là à l'intérieur de lui, alors que tout a l'air calme autour et que lui est calme, et ben son corps est complètement plié sous les soubresauts intérieurs et les doutes et tout tremble à l'intérieur de lui. Donc la musique, moi, ma seule indication, c'était elle ne doit raconter que ce qui se passe dans sa tête et nous aider à y rentrer. Et donc, ça se mêle par le son, la musique vient nous le souligner un peu, puis on revient dans le son. Donc c'est vraiment juste une indication sur lui. Parce que sinon, la musique, elle fait trop le boulot. Elle vient trop nous dire, tiens, là, sois inquiet, sois triste, sois joyeux, sois heureux, sois dans la lumière finale. Donc voilà, c'est cet endroit-là qu'on a travaillé, ce qui n'est pas facile, parce qu'on doit beaucoup dire, mais avec une ampleur réduite. C'est un peu comme un débat, quoi. Quelqu'un va dire ampleur réduite, moi. On m'a dit, quelqu'un veut poser la dernière? Elle est inquiétante, la dernière, moi, j'oserais pas. C'est vrai? Ma foi d'outre-tombe qui fait ça aussi. Ben voilà.
Oui, moi j'ai été étonnée tout du long du film que le personnage pourchassé, dont on ne sait pas si c'est un exilé ou un bourreau, à aucun moment n'ait l'air de se méfier. C'est-à-dire, qu'il soit bourreau ou qu'il soit exilé, il a toutes les raisons de se méfier. Et on ne voit jamais qu'il se retourne, on ne voit jamais, et pourtant je montre l'écran parce qu'il est derrière vous, son poursuivant ne se cache pas vraiment, il a un air souvent, moi j'aurais un homme comme ça il est très beau, mais je veux dire, il est inquiétant, il est quand même très inquiétant. Donc ça m'a beaucoup étonnée, et c'est vrai que moi j'ai terminé le film en me disant, bon, on commence le procès, mais finalement on ne sait pas si c'est vraiment le bourreau ou non. Et du coup, j'ai été un petit peu embêtée par le générique de fin où le comédien a le nom de... Alors, on donne le nom du bourreau, c'est-à-dire le générique de fin choisi pour nous. Voilà, donc c'est un peu deux remarques ou deux questions, mais j'imagine que vous avez fait exprès que cet homme qui a toutes les raisons de se méfier n'ait pas l'air de se méfier. En fait, ça raconte quelque chose pour moi qui est qu'au moment où le film se passe, c'est-à-dire en 2016, personne n'a de raison de se méfier. C'est-à-dire que l'ensemble de la communauté internationale a décidé qu'on n'intervenait pas en Syrie, qu'on ne disait pas qui étaient les gentils et les méchants. Du coup, les gens du régime qui partent de n'importe quel autre pays, c'est même pas qu'ils se méfient pas, c'est qu'il n'existe personne qui viendra les chercher ou leur dire que leurs actions étaient les mauvaises. Nous n'avons pas jugé la Syrie, et donc jusqu'en 2019, on a des députés français qui partent chez Bachar el-Assad, se prendre en photo avec lui et raconter à quel point le palais est bien et l'export du vin est intéressant. C'est en ça l'extrême contemporanéité du film. Alors, c'est des députés RN, hein, bien sûr. Je peux en dire de mal, par contre. Désolé. On lui verra bien. Allez voir dans d'autres villes, il reste une semaine, vas-y. Dans une semaine. Je vais aller à Béziers me présenter le film, on rigolera. Donc, tout ça pour dire. Ils vont pas le prendre, je suis désolé, mais. On est hyper optimiste. On a un bon distributeur. Tout ça pour dire. Notre bourreau, ça n'existe pas. Le fait d'être démasqué, cherché, recherché, ça n'existe pas. Après, ce qu'on a voulu raconter, et c'est ce que lui dit un peu dans la scène de face à face, c'est qu'il a repéré l'autre, il l'a vu, mais qu'il n'a pas envie de se mêler aux Syriens. Donc qu'est-ce qu'il voit? Il voit de loin dans cette grande université, on a fait exprès qu'il y ait aussi des franco-marocains, des franco-maghrébins, qui est aussi toute nationalité qui soit à l'intérieur de cette université, il repère de loin effectivement un Syrien qui le regarde. Mais en fait, en tant qu'exilé syrien, quand on voit un autre exilé syrien, on se dit tiens, il a envie qu'on discute, il a envie qu'on se rencontre. Et donc lui ne fait que mettre de la distance, ne vient pas le voir et garde cette distance-là. Et c'est ce qui se dit un peu dans le face-à-face. Et pour moi, ce qui m'intéressait dans ce face-à-face, c'est que on est sur les deux personnes les plus opposées dans les pôles et dans la vie. Et en fait, à ce moment-là, pendant 12 minutes, ils sont un tout petit peu liés par leur solitude. La solitude de tiens, on a été déraciné, on a dû quitter un pays pour des raisons très différentes. Et donc, il y a quelque chose qui nous relie. C'est ce qui fait que cette scène peut être plus complexe que ce qu'il n'y paraît, parce que s'il n'y a que de la haine et de l'opposition, c'est un peu moins intéressant. Ce n'est que archétypal, pour reprendre les mots de tout à l'heure. Alors que si en fait, malgré tout, pendant 12 minutes, on reparle un peu de nourriture et de pays, et ben les deux en ont tout à fait besoin. Il y a ce tout petit moment suspendu qui passe. Mais ce que nous raconte ce bourreau, et qui encore une fois s'inspire d'un vrai personnage, du réel et tout ça, c'est de nous dire que lui a quitté l'Allemagne parce qu'il y avait trop de Syriens. Non pas parce qu'il avait peur d'être découvert, mais parce que les Syriens ne sont que sur cette question de la guerre, les deuils, ce qui nous arrive au pays, et que lui, sa seule chance, après avoir tué autant de gens, après avoir professé le mal, sa seule chance de s'en sortir sans faire de cauchemars toutes les nuits, c'est d'essayer d'être dans le déni complet, de passer à autre chose. Donc il a envie de parler à des gens qui connaissent rien de la Syrie, il a envie de
s'extirper autant que possible. Donc, de ne pas réagir à des œillades, aussi beaux qu'ils soient, d'un jeune homme derrière les livres. Mais il n'a aucune raison d'être inquiet. Il cherche simplement à ne pas fréquenter de Syrie. Merci beaucoup, Jonathan Méry. Merci à vous, vous avez été super. C'est un plaisir. Merci beaucoup, ça rend très bien.